Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro des Dessous de la Science, l'émission scientifique de TV Liberté. Merci beaucoup pour toutes vos réactions pour notre première émission. N'hésitez pas encore une fois à partager, liker et commenter. On apprécie tous vos retours. Donc, on reprend les mêmes, l'équipe gagnante, et on fait la même chose. Bonjour Nicolas. Bonjour Floriane. Alors au programme d'aujourd'hui, les dernières actualités scientifiques sélectionnées pour vous. Et puis nous passerons à la partie controverse dans laquelle nous reviendrons sur l'efficacité du confinement. Et enfin, nous aborderons le sujet du jour, hommes et femmes différents mais complémentaires. Les Dessous de la Science numéro 2, décollage immédiat. Et pour entamer cette émission, une actualité qui mêle science et politique. Et si notre orientation politique était visible sur notre visage, Nicolas ? Effectivement, c'est une découverte récente. En utilisant un algorithme de reconnaissance faciale, un chercheur de l'université de Stanford a analysé plus d'1 million de photos de profils d'utilisateurs de divers sites internet. Et cet algorithme a correctement estimé l'orientation politique des personnes étudiées dans 68% des cas. Plusieurs études récentes démontrent que l'analyse des visages par un algorithme puissant peut finalement prédire de manière assez correcte plusieurs traits de caractère, y compris donc l'orientation politique. On frémit un peu d'imaginer ce que les algorithmes du futur aux mains d'un régime totalitaire pourraient détecter avec une simple image d'un citoyen. Quoi qu'il en soit, il semblerait bien que, dans de nombreux cas, on ait le physique de ces idées. Nicolas, parlons gros sous. La crise du Covid-19 a certes mis les économies occidentales en mauvaise posture, mais elle a aussi fait la fortune de nombreuses personnes. Oui, le magazine Forbes a publié une liste des médecins, scientifiques et entrepreneurs devenus très riches grâce au Covid-19. Parmi eux, notons Ugur Sahin, allemand d'origine turque, qui a fondé l'entreprise ayant co-réalisé le vaccin du géant Pfizer. Sa fortune a explosé et est estimée à 3,4 milliards d'euros. Deuxième au classement avec une richesse estimée à 3,3 milliards d'euros, le français Stéphane Bancel, PDG de la société américaine Moderna, qui a elle aussi rapidement lancé un vaccin contre le Covid-19. La pandémie a donc peut-être mis à genoux l'économie mondiale, mais certains s'en sortent très bien. Récemment, Nicolas, la France a confirmé sa position en pointe du décryptage des langues inconnues. Et oui, au XVIIIe siècle, l'abbé Barthélemy décryptait les alphabets palmyréens et phéniciens. Au XIXe siècle, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens. Et en 2020, un autre Français, François Dessay, vient de percer le mystère d'un autre alphabet, l'élamite linéaire, un système d'écriture utilisé en Iran il y a 4400 ans. Une découverte qui, en plus de perpétuer la tradition française du décryptage linguistique, permet de voir que l'écriture n'est pas apparue en Mésopotamie puis en Iran, mais que les deux systèmes d'écriture auraient en fait été contemporains. La pollution des océans continue et en cause un suspect habituel, le plastique. Et oui, Floriane, c'est une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature qui pointe du doigt une présence importante de microfibres synthétiques issues de nos vêtements dans les océans. Alors, comment ces microfibres plastiques se retrouvent-elles dans l'océan ? Sans doute via l'eau de lavage rejetée par nos machines à laver. Les chercheurs ayant publié l'étude notent que le rejet de microfibres de matière synthétique aux États-Unis et au Canada s'élèverait à 878 tonnes par an. Alors plus généralement, Nicolas, cette pollution aux particules de plastique touche d'autres endroits que les océans. Oui, effectivement, en France, des chercheurs ont démontré que des particules de plastique étaient présentes partout, y compris dans l'air qu'on croyait pur des Pyrénées. C'est la pluie qui serait responsable de la dispersion de ces micro-particules. Rappelons enfin que 95% des déchets plastiques polluant les océans mondiaux s'y déverseraient depuis 10 fleuves seulement, 8 fleuves asiatiques et 2 fleuves africains. Merci Nicolas pour ce point sur l'actualité scientifique. On passe tout de suite à la partie controverse. Nicolas, il y a quelque chose de frappant dans la manière qu'ont les médias d'analyser le confinement et le couvre-feu. Peu de journalistes semblent oser questionner le principe même de ces restrictions lourdes des libertés publiques. Et est-ce qu'il est possible d'estimer scientifiquement cette efficacité du confinement ?
Eh bien Florian, le sujet a été traité par plusieurs journalistes qui ont vanté le confinement. On peut par exemple penser à Thomas Pontillon de France Info. Le 14 janvier dernier, ce journaliste a tenu à répondre à Nadine Morano qui affirmait qu'il n'existait pas d'études prouvant l'efficacité du confinement. Le journaliste cite donc 3 études qui concluent effectivement à l'efficacité des mesures prises par les gouvernements de plusieurs pays étudiés. Mais il existe d'autres études qui n'ont pas été citées par Thomas Pontillon. Une étude danoise a par exemple été publiée 10 jours avant la rédaction de cet article et ses conclusions sont intéressantes. La transmission au Danemark a décru avant même la mise en place du confinement. Pour les chercheurs, les mesures individuelles prises par les Danois ont été plus rapides que le confinement et l'effet de ces modifications des comportements permet d'expliquer une baisse des contaminations. Le confinement est-il vraiment utile? Nicolas, vous avez demandé son avis à Philippe Lemoine, philosophe des sciences, bien connu des communautés scientifiques anglaises et françaises sur Twitter, le réseau social où il est très actif et très suivi. Effectivement, il a d'abord tenu à rappeler que le confinement avait des effets bénéfiques directs et indirects. Je ne pense pas que le confinement soit totalement inefficace. Et d'une manière générale, je ne pense pas que les restrictions soient totalement inefficaces. Je pense que les restrictions ont un effet, elles ont d'abord un effet direct. Par exemple, quand vous interdisez les rassemblements, vous limitez ce qu'on appelle en anglais les super spreading events, et donc ça a un effet direct. Je pense que ça a aussi un effet indirect parce que ça envoie un signal à la population. À partir du moment où le gouvernement met en place des restrictions, la population comprend que quelque chose de grave est en train de se passer, donc modifie ses comportements, ce qui fait baisser le taux de contact et donc ce qu'on appelle le nombre de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen de gens qui sont infectés par une personne qui a elle-même été infectée auparavant. Au-delà des premières restrictions, qui ont un effet, semble-t-il, relativement important, encore une fois, à la fois direct et indirect, celles qu'on ajoute ensuite, c'est pas qu'elles n'ont aucun effet, mais je pense que leur rendement marginal décroît assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place un certain nombre de restrictions relativement limitées, les restrictions plus dures que vous ajoutez ensuite ont sans doute un effet, mais leur effet va décroissant. Donc ça pose la question de est-ce que le coût supplémentaire qu'on impose à la société en mettant en place ces restrictions est justifié. Et une fois ces bases posées, Philippe Lemoine évoque la très grande importance de la modification des comportements individuels. Je pense que une fois qu'on a mis en place un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction des grands rassemblements, etc., qui empêchent ces super spreading events dont je parlais tout à l'heure. Ce qui compte avant tout, ce sont les comportements des gens. Les restrictions ont un effet principalement parce qu'elles modifient les comportements des gens. Quand ça commence à exploser, les gens ont peur, modifient leur comportement, il y a moins de contact entre les gens et donc la transmission est réduite et au bout d'un moment, l'épidémie finit par reculer. On le voit, Nicolas, il rejoint plutôt les conclusions des chercheurs danois. Oui, effectivement, même s'il reste bien entendu prudent, mais surtout, la question la plus importante quant aux diverses restrictions, c'est de savoir si elles sont décidées par des gouvernants qui ont bien réfléchi aux conséquences de leurs décisions. Et là-dessus, Philippe Lemoine est très critique. Je trouve absolument sidérant et je ne comprends pas que ça ne fasse pas plus de bruit, que ce ne soit pas un scandale, pour dire les choses franchement. Ça fait maintenant quasiment 1 an que le gouvernement impose des restrictions à un grand nombre de libertés fondamentales, des choses que jusqu'à présent on considérait comme très importantes, et le gouvernement n'a jamais publié une analyse coût-avantage digne de ce nom pour justifier cette décision. C'est-à-dire que même si vous êtes en faveur des restrictions, vous devriez crier pour qu'on publie une telle analyse, pour au moins vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire une énorme bêtise. Moi, ce dont je suis convaincu, je pense que quand on fait des calculs de coin de table, on s'aperçoit que, à moins de faire des hypothèses complètement délirantes, c'est absolument impossible de justifier la politique actuelle, le niveau de restriction actuel et encore moins le niveau de restriction à venir, parce qu'on finira sans doute par confiner à nouveau, avec une analyse coût-avantage. Parce que je pense que le coût des restrictions est tellement supérieur à leurs bénéfices que je ne vois pas comment on peut justifier ça de cette façon. Effectivement, Nicolas, le coût humain et économique des diverses mesures de restriction ne semble pas du tout pris en compte par nos dirigeants. Effectivement, et comme le dit Philippe Lemoine, c'est clairement quelque chose de sidérant. Cette série de confinements et de couvre-feu semble décidée sans qu'aucune analyse rationnelle de la situation n'ait été réalisée. Alors peut-être le confinement est-il une bonne solution, malgré la crise économique
terrible qui semble arriver, mais il paraît étrange qu'une telle analyse coût-avantage n'ait pas été réalisée. Et cela, les journalistes, dont Thomas Pontillon de France Info, se gardent bien d'en parler. De quoi faire réfléchir alors que la menace d'un nouveau confinement pèse à nouveau. Mais il est maintenant temps, Nicolas, d'aborder la grosse partie de cette émission, c'est-à-dire les hommes, les femmes, différences et complémentarité. Pour l'étude du sujet principal de ce deuxième numéro des Dessous de la science, j'ai le plaisir d'accueillir à ma place, il vient de s'y installer, Yves Christen, qui est biologiste, éthologue et journaliste scientifique. Il a entre autres été responsable des pages scientifiques du Figaro Magazine, président de la fondation Ibsen, et c'est également l'auteur de L'égalité des sexes, le livre qui va nous intéresser aujourd'hui, l'homme de la situation, pour nous parler des différences et des complémentarités entre les hommes et les femmes. Bonjour Yves Christen. Bonjour. On ne naît pas femme, on le devient. Cette célèbre phrase de Simone de Beauvoir pose une question très actuelle, Nicolas. Oui, c'est effectivement une phrase qui anime toujours de vifs débats, plusieurs décennies après son écriture. Naît-on homme ou femme? Les deux sexes sont-ils réellement différents? Alors bien entendu, tout le monde convient que les hommes et les femmes diffèrent sur le plan sexuel. Il n'aura échappé à personne que les hommes possèdent par exemple un pénis et les femmes un vagin. Mais qu'en est-il du reste? Existe-t-il des différences sur d'autres points? Dans cette émission, nous allons nous intéresser à la question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire aux différences physiques et comportementales entre hommes et femmes, ainsi qu'à leurs causes. Ces différences sont-elles dues à l'inné ou à l'acquis, à la biologie ou au patriarcat? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et on commence notre exploration des différences entre les hommes et les femmes avec l'espérance de vie, Nicolas. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. En France, l'espérance de vie d'un homme est de 80 ans, d'une femme de 86 ans. Cette différence de longévité se retrouve à peu près dans tous les pays du monde. D'où vient-elle ? Alors il y a bien entendu des causes environnementales, c'est-à-dire sociales ou culturelles. Les hommes ont par exemple des comportements plus à risque en moyenne que les femmes, et une partie de l'explication du fossé vient donc de cette différence environnementale. Prenons un exemple concret parmi d'autres. Une étude datant de 2020 suggère que près de 50% de la différence de longévité entre hommes et femmes pourrait être due à la consommation de tabac plus importante chez les hommes. Yves Christen, c'est l'heure de notre première question. Les hommes vivent-ils réellement moins longtemps à cause de leur conduite plus à risque ? Alors ça, je crois que c'est un paramètre très important sur lequel on reviendra peut-être un peu plus loin. Maintenant, c'est clair que la longévité présente ceci d'intéressant que c'est en quelque sorte la résultante de toute la vie. Et donc, ça fait le package de l'ensemble des conditions biologiques, génétiques, environnementales et tout ce qu'on peut effectivement imaginer. Ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, la différence entre les hommes et les femmes est partout à l'avantage des femmes et que globalement, l'écart n'a pas véritablement diminué quand on se sera attendu à ce qu'il diminue. Pour l'instant, il diminue plus tôt depuis quelques années, mais disons que jusque dans les années 70 et même après, l'écart n'avait fait que s'augmenter. C'est intéressant parce que, bien sûr, il y a des conduites à risque. Le tabac est la conduite la plus évidemment à risque. Hein. Mais après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60-70, les conditions de vie des hommes et des femmes ont eu tendance à se rejoindre. Les femmes ont travaillé à peu près comme les hommes, elles se sont mises à fumer, maintenant elles fument trop d'ailleurs. Donc il est clair qu'il y a effectivement des différences qui sont liées au mode de vie. Ces différences liées au mode de vie sont elles-mêmes biologiques, d'abord parce que les effets du tabac sont les effets biologiques, et ensuite parce que ça n'est pas forcément par hasard que les gens se mettent à fumer, n'est-ce pas? Il y a derrière des déterminismes psychologiques qui expliquent cela. Donc vous voyez, il y a toute une combinatoire d'événements. Il n'est pas douteux que des effets d'environnement ou d'événements qu'on pourrait qualifier d'aléatoires sont réels. Le plus évident, pour des temps un peu plus anciens, c'est le poids de la guerre. La guerre, ça tue principalement les hommes. Pas uniquement d'ailleurs. Hein. Donc il y a évidemment toute une série de phénomènes, mais il est clair qu'on ne peut pas expliquer la totalité de la différence par des événements de mode de vie. Nicolas, est-ce que vous disposez de données sur cette origine biologique de la longévité féminine ?
Eh bien, Florian, en 2004, le démographe canadien Bertrand Desjardins expliquait dans le magazine Scientific American: l'avantage biologique que les femmes possèdent est certain car la mortalité masculine est plus importante dès les premiers instants de vie, ce qui permet d'exclure des influences extérieures. L'avantage génétique des femmes est évident. Et Bertrand Desjardins continue: les oestrogènes facilitent par exemple l'élimination du mauvais cholestérol et offrent donc une protection contre les maladies cardiaques. Par ailleurs, on sait qu'une femme voit le risque du cancer du sein diminuer de manière importante plus elle a eu d'enfants et plus elle allait longtemps. Alors, pour conclure, notons que cet avantage féminin quant à la longévité se confirme à nouveau en pleine pandémie du Covid-19, puisqu'on constate encore une fois qu'en moyenne, les femmes sont moins contaminées que les hommes. Autre sujet, les différences physiques. Nicolas, on l'a vu, les hommes vivent moins longtemps, mais au niveau de leur force physique, que peut-on en dire ? Eh bien, vous connaissez sûrement cette scène du film OSS 117, Rio ne répond plus, alors que Dolores assure à Hubert, bonisseur de la BAT, qu'ils travailleront d'égal à égal lors de leur mission. Le célèbre agent OSS 117 lui répond immédiatement: on en reparlera quand il s'agira de porter quelque chose de lourd. Et sur ce point au moins, ce brave Hubert, bonisseur de la BAT, n'avait pas forcément tort. En effet, il ne fait aucun doute chez les experts, tout comme chez les honnêtes gens d'ailleurs, que les hommes sont en moyenne beaucoup plus forts physiquement que les femmes. L'exemple le plus évident, c'est la mesure de la force de la poigne des hommes et des femmes. À noter que la poigne est un indicateur globalement satisfaisant de la force générale d'un individu. Et les résultats d'une étude de 2007 sur cette fameuse poigne sont éclairants. 90% des femmes ont une force inférieure à 95% des hommes. Cela signifie que même les hommes les plus faibles physiquement ont une force de préhension supérieure à celle de la quasi-totalité des femmes. Plus parlant encore, quand on prend cette même étude, une athlète féminine professionnelle de haut niveau suivant un entraînement intense aura une poigne inférieure à celle de 50% des hommes. Alors Yves Christel, je me retourne à nouveau Oui. vers vous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les compétitions sportives sont strictement non mixtes, justement ? Il y a quelques exceptions. Celle que j'ai à l'esprit, c'est l'équitation. Mais dans l'ensemble, effectivement, tel est le cas. Alors, ayant dit cela, je crois quand même qu'il faut peut-être un peu pondérer ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, car ça dépend évidemment des domaines où le physique est impliqué. Mais dans bien des cas, la différence n'est pas si importante que cela. Et bien sûr, il y a un très grand chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont moins costauds que beaucoup de femmes. Si nous avons eu un problème avec une athlète lanceuse de marteau originaire des pays de l'Est, je n'ai guère de doute, en tout cas en ce qui me concerne, mais peut-être aussi en ce qui concerne Nicolas, que ça n'aurait pas été à notre avantage. Et puis d'ailleurs, pareil pour la course à pied, je suis bien persuadé, bon, moi je n'ai jamais été tellement sportif, mais enfin, que non seulement toutes les filles qui ont fait les Jeux Olympiques, mais même celles qui ont fait des championnats locaux, auraient couru plus vite que moi. Donc il y a un chevauchement. C'est une question de moyenne, parce qu'effectivement il y a chevauchement, mais en moyenne, quand même, il y a une différence. Et de comparaison un certain à nombre profil égal de gens également. croient déduire de l'existence du chevauchement à l'insignifiance des différences. Et justement, le sport nous donne l'idée du contraire. Pourquoi ? Parce que vous avez donc des courbes, qui sont des courbes en cloche de répartition des performances masculines, féminines. Alors d'ailleurs, selon les cas, parce que la force physique n'est pas le seul paramètre, c'est plutôt les femmes en tête ou les femmes derrière. Mais la conséquence de cela, dans le cas précis des sports, c'est que même s'il y a très très peu de différence, même lorsqu'il y a très peu de différence, l'extrémité de la courbe, dans le cas qu'on a évoqué, est à l'avantage des hommes. Donc si on met les hommes et les femmes dans les mêmes compétitions, ce sont toujours les hommes qui vont gagner. Donc vous voyez, même lorsqu'il y a des différences extrêmement petites, eh bien ces différences petites peuvent avoir beaucoup de signification. Alors Nicolas, on va s'intéresser maintenant toujours à ces différences physiques entre les hommes et les femmes. D'où elles viennent principalement ? Eh bien, la réponse pourrait paraître évidente, car les hommes et les femmes sont bien entendu différents génétiquement. Cependant, en ces temps troublés, il n'est pas inutile de justifier cette évidence. Dans une étude publiée en 1993, les auteurs expliquent que ces différences sont largement des différences sexuelles innées.
Et dans une étude publiée en 2017, les chercheurs ont découvert de nombreux gènes différents liés à la musculature. Alors, c'est tout à fait exact. Il n'y a guère de doute que des différences génétiques et hormonales rendent compte de cela. Toutefois, n'induisons pas nos spectateurs en erreur. Entre les hommes et les femmes, il n'y a pas beaucoup de différences génétiques, puisque ça ne porte que sur un chromosome. Et qui plus est, là-dedans, l'élément spécifique, c'est le chromosome Y des hommes. Et tout petit, il y a très peu de gènes dessus. Hein. Donc, et bien entendu, les chromosomes que nous héritons, les gènes dont nous héritons de nos parents, ils ne sont pas en bloc. Un garçon n'hérite pas des chromosomes de son père. Hein. Il hérite d'un mélange de son père et de sa mère. Donc, sur le plan génétique, on est extrêmement proche. Mais il y a un autre paramètre qui, lui, vient de faire l'objet d'études tout à fait récentes ces dernières semaines et qui est extrêmement intéressant, qui est ce qui concerne l'expression des gènes. C'est une chose d'avoir des différences de séquences génétiques qui peuvent faire que nous sommes plus ou moins différents, vous et moi. Ça n'est une autre que tel ou tel gène s'exprime ou ne s'exprime pas. On peut très bien avoir le même gène, la même séquence génétique, et ça peut s'exprimer chez moi d'une certaine façon et chez vous autrement. C'est une très belle étude qui vient d'être réalisée sur un très grand nombre de sujets, concerne l'expression des gènes de tout le matériel génétique dans un grand nombre de tissus, d'organes différents. Et la conclusion de cette étude, qui a été publiée dans la revue Science il y a quelques semaines, c'est que à peu près 30%, le tiers, un peu plus même de 30% des gènes s'expriment différemment chez l'homme et chez la femme. Ça dépend des tissus. Dans certains organes, on a un type de différence, dans un autre organe, un autre type de différence, mais vous voyez là que c'est une très forte proportion de notre matériel génétique. Et donc, ce n'est pas uniquement des gènes qui sont impliqués dans les hormones, dans la vie sexuelle, ni même dans le physique. C'est tout un ensemble de choses. C'est ce qui explique précisément qu'il y ait entre les hommes et les femmes des différences dans tellement de domaines. Alors, une fois encore, il ne s'agit pas de considérer que ces différences sont toujours considérables. Ce sont souvent des différences subtiles. Mais le point important, c'est qu'il y a un caractère robuste à ces études. C'est-à-dire que clairement, certains types de gènes sont préférentiellement exprimés, on appelle ça uprégulés, chez l'homme ou chez la femme, et c'est assez cohérent d'un individu à l'autre. Alors justement, Nicolas, on vient de constater qu'il n'y avait pas seulement la génétique pure qui jouait. On a bien évidemment les hormones, comme le disait Yves Christen. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'hormone masculine, la testostérone ? Alors c'est l'une des causes les plus évidentes de ces différences physiques, musculaires. Et effectivement, l'influence de la testostérone joue un grand rôle dans ces différences. Globalement, les différences physiques entre garçons et filles sont peu marquées avant la puberté, qui est l'événement clé de l'apparition de ces différences. Prenons par exemple une étude réalisée en 2019 qui a étudié les performances des jeunes filles et garçons en compétition de natation. Avant l'âge de 10 ans, filles et garçons ont des performances similaires, mais à partir de 10 ans, les nageurs commencent à surpasser les nageuses. Et la conclusion des chercheurs est sans appel. Les effets de la puberté améliorent les performances des garçons. Une conclusion à rapprocher de celle d'une autre étude publiée en 2018. La différence très claire de concentration de testostérone entre les sexes explique largement les différences de performance athlétique entre hommes et femmes. Alors, Yves Christen, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces hormones masculines et féminines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors la testostérone joue un rôle très important, pas uniquement dans le muscle, et on sait très bien que ça agit sur le muscle, puisque c'est un des produits dopants les plus classiques, et on a vu effectivement ces athlètes féminines des pays de l'Est bourrées de testostérone, et dont le caractère féminin n'était pas d'ailleurs toujours extrêmement évident. La testostérone est très importante, parce que fondamentalement, si vous voulez par défaut, le sexe qui se développe, c'est le sexe féminin. Dans l'embryologie, il y a deux types de canaux qui apparaissent, etc. Ce qui se produit, c'est que chez le mâle, les hormones masculines masculinisent le fœtus.
C'est un peu l'inverse de la Bible. Vous voyez, en fait. c'est-à-dire que dans la Bible, on prend une côte de l'homme pour en faire une femelle, et là, c'était plutôt l'inverse. On part d'une future femme, et puis on rajoute de la testostérone, et ça fait effectivement un homme. En fait, si on reprend la phrase de Simone de Beauvoir, c'est plutôt on ne naît pas homme, on le devient en fait. Ça serait effectivement dans ce sens-là. Ah, d'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très vrai, c'est qu'effectivement, sur le plan musculaire, les différences apparaissent beaucoup à la puberté. Mais la testostérone commence à agir chez le petit mâle bien longtemps avant, et principalement d'ailleurs in utero, et notamment sur le cerveau. Car ce qui se passe, c'est que cette hormone, dans la fin du premier trimestre du développement embryonnaire, masculinise le cerveau. Il y a d'ailleurs une petite chose un petit peu drôle, et assez mystérieuse, c'est que la testostérone masculinise le cerveau, parce que dans le cerveau, elle est transformée en quoi? En estrogène, c'est-à-dire plutôt en hormone féminine. Par parenthèse, il faut avoir à l'esprit que les femmes produisent aussi de la testostérone en petite quantité, et que les hommes produisent aussi des estrogènes. Mais au niveau du cerveau, ce qui est assez drôle, c'est que la masculinisation du cerveau masculin est pour une bonne part liée au fait que l'hormone masculine se transforme en estrogène. Le cerveau serait féminin, du coup. Alors, on l'a bien compris, Nicolas, ces différences physiques entre hommes et femmes, elles sont normales, elles sont même plutôt normées, comme on vient de le voir avec Yves Christen, et elles viennent de nos gènes, de nos hormones et de plein d'actions complexes. Qu'en est-il du rôle de la sélection naturelle ? Eh bien, en janvier 2020, une équipe de chercheurs s'est intéressée à l'idée que les différences physiques innées entre les hommes et les femmes puissent avoir été créées ou amplifiées par le phénomène de sélection naturelle. Et les chercheurs de l'université d'Utah ont découvert que les muscles liés au coup de poing semblent bien avoir été sélectionnés au fil des millénaires. Alors Yves Christen, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire sur cette sélection naturelle ? Il est clair que la sélection naturelle, une fois encore, ça explique tout. Donc ça explique forcément, effectivement, cela. Mais ça l'explique d'autant plus que les mâles et les femelles, parce que ce n'est pas uniquement dans le cas de l'espèce humaine, ont des contraintes différentes, ont des problèmes différents. Donc, d'une certaine manière, on reparlera peut-être de la maternité tout à l'heure, qui est un exemple évidemment bien particulier. Mais donc, comme ces deux sexes ont des contraintes différentes, des problèmes différents, évidemment, il fait sens qu'ils y soient adaptés différemment. Je voulais faire une incise sur quelque chose qu'a dit Nicolas, qui est le fait que les garçons, les hommes, prennent plus de risques que les femmes. Et je dirais d'ailleurs, là encore, dans l'ensemble du monde vivant, les mâles prennent plus de risques que les femelles. Et ça, c'est à mettre en rapport avec une idée extrêmement intéressante sur le plan du comportement animal, qui est la thèse d'un biologiste israélien qui s'appelle Zahavi, qui est le problème de la tricherie. Pour des espèces sociales, la tricherie, c'est vraiment le gros problème. C'est-à-dire le fait que vous n'êtes jamais sûr que votre partenaire, il n'est pas en train de tricher. Alors ça vaut bien sûr pour aller acheter un tapis ou une bagnole ou n'importe quoi, mais ça vaut encore plus pour des problèmes plus graves. Vous voyez, si vous allez à la guerre, par exemple, il est quand même souhaitable que vous ayez une bonne idée du fait que le type qui est avec vous, il ne va pas vous laisser charger et puis lui rester derrière. Vous voyez. Et si on revient cette fois-ci à la question des différences sexuelles, quand vous êtes une femme et que vous allez donc supporter plus que le mâle les conséquences de la copulation, parce que vous allez devoir porter pendant 9 mois plus à la suite des événements, il est très important que vous puissiez savoir si votre partenaire est fiable. C'est la raison pour laquelle, dans l'immense majorité des espèces, en tout cas de mammifères et d'oiseaux, ce sont le partenaire qui choisit le plus, qui fait le plus le choix, c'est la femelle, parce qu'elle en supporte les conséquences. Alors pourquoi je vous parle de la tricherie ? Eh bien, c'est parce que le mâle, pour convaincre son environnement, mais aussi la femelle dans le cas qu'on évoque, il faut qu'il fasse des choses. La meilleure façon de montrer qu'il ne triche pas, c'est de faire quelque chose d'absurde. Vous voyez par exemple une antilope, un springbok, qui devant un lion fait des grands bonds et se montre. Ça veut dire, entre guillemets, au lion, tu sais, je suis tellement rapide que tu n'as aucune chance avec moi. Donc je prends le risque de me montrer. Hein.
Et on peut dire ça pour beaucoup, beaucoup de choses. Et le jeune mâle, vous voyez, qui part avec sa moto, avec son blouson de cuir et puis un aigle sur le dos, il prend un risque tellement idiot que c'est une manière de dire à la fille, tu vois, moi je suis quelqu'un, je suis tellement sûr de moi, enfin moi je triche pas. Hein, je dis que je suis courageux, mais je montre que je suis courageux. Okay. Donc il fait sens que les mâles prennent beaucoup plus de risques. Par ailleurs, évidemment, la femelle a aussi intérêt à prendre moins de risques, parce que comme elle est en charge des petits-enfants, et qu'elle sait que si elle meurt, vous voyez, presque partout dans la nature, sauf dans l'espèce humaine civilisée moderne, si la mère jeune meurt, ses enfants meurent aussi. Hein. Donc elle a aussi, ça entre aussi dans ses contraintes. De survivre. Voilà. Eh bien, on vient de l'aborder en partie. On continue sur cette, certainement la plus belle des expériences que la femme puisse connaître, l'expérience de la maternité. C'est sans doute le plus grand pouvoir de la femme, porter la vie dans son corps, puis ensuite nourrir son enfant avec. Et Yves Christen, on vient de l'évoquer, cette possibilité de l'expérience de la maternité est sans nul doute l'un des marqueurs fondamentaux de la différence entre les hommes et les femmes. Incontestablement, ça, même avec toutes les modifications et toutes les modes actuelles, les hommes ne sont pas encore capables de porter les enfants. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur les différences de comportement entre les hommes et les femmes, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, le fait que la maternité, ça consiste pour une femme à porter un être génétiquement étranger, en partie étranger, qui donc, sur le plan immunologique, devrait être rejeté, comme une greffe, n'est-ce pas, puisque la moitié des matériels génétiques de l'enfant ne lui appartient pas. Or, il n'est pas rejeté. Et ceci induit des particularités immunologiques chez la femme, plus généralement sans doute chez la femelle, parce qu'on a vu aussi des choses comme ça chez les rats, qui peut expliquer, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais qui peut expliquer qu'il y ait plus de maladies auto-immunes chez les femmes et que les femmes résistent mieux aux différentes sortes de cancers, sauf des cancers dépendant des hormones féminines. Alors, justement, on vient de voir la durée de vie, la force physique, la maternité. On a vu toutes ces différences entre les hommes et les femmes. On va maintenant passer aux différences de comportement. Il y a un sujet où tout devient plus complexe. Eh bien, c'est celui de la différence des comportements entre les hommes et les femmes. Yves Christen, les hommes et les femmes ont-ils des personnalités différentes ? Oui, les hommes et les femmes ont des personnalités différentes, enfin pas complètement différentes, là encore, et puis il y a des hommes qui ont des personnalités un peu féminines et inversement, donc il y a un immense polymorphisme. Des possibilités. Il y a un grand panel de possibilités, mais on sait que sur un grand nombre d'aspects du comportement, on peut effectivement identifier des différences entre les hommes et les femmes. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, même une différence petite peut avoir des grandes conséquences. Prenez la courbe de l'agressivité et de la violence. Les femmes sont moins agressives que les hommes. Bon, il n'y a pas forcément une différence énorme, mais à l'extrémité de la courbe, chez les gens ultra-violents, ce sont essentiellement des hommes. Donc, on a effectivement une petite différence qui est extrêmement lourde de conséquences. Et puis, dans des domaines plus précis, comme par exemple les tests de rotation mentale, c'est-à-dire si on fait tourner des volumes, il est extrêmement bien démontré que les hommes sont, pour cette tâche, supérieurs aux femmes. Alors quand on dit supérieur, il ne faut pas non plus avoir une vision simpliste des choses. La vérité, c'est que pour résoudre un problème, pour réaliser une tâche cognitive, nous avons plusieurs types de stratégies possibles. On peut s'y prendre de façon différente. Hein. On a effectivement des différences de personnalité qu'on identifie sur les grands traits de personnalité, les 5 grands aspects de personnalité chez les hommes et les femmes. On voit qu'il y a des différences petites mais qui existent. Et on a un autre exemple de ces différences avec la part de femmes dans certains secteurs. Par exemple, le secteur qu'on appelle professionnel, le secteur qu'on appelle STEM en anglais, STEAM en français, pour sciences, technologies, ingénierie et informatique. Et bien dans ce secteur, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et une étude américaine de 2001 démontrait que plus les femmes sont issues d'un milieu aisé, plus elles choisissent d'étudier dans des filières sociales, donc les sciences sociales, l'éducation, la santé, etc.,
et plus elles semblent bouder les filières scientifiques et technologiques. Et les chercheurs concluaient alors, plus les femmes sont libres, ici grâce à la richesse familiale, eh bien plus elles choisissent ce qu'elles aiment vraiment, ce qui n'est pas généralement dans le domaine technique et technologique. C'est un paradoxe qui est bien connu des experts. Il paraît, Yves Christen, qu'on appelle ça le paradoxe norvégien. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui, enfin, pour moi, ça n'est nullement un paradoxe. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous laissez les gens libres, le plus libres possible, vous voyez apparaître les différences naturelles. Si, par contre, vous mettez en place une forme de dictature, vous ne verrez pas apparaître ces différences naturelles. Donc, il n'y a pas véritablement de paradoxe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un article extrêmement détaillé du chercheur Steve Stewart Williams qui reprend toutes les études les plus sérieuses sur cette épineuse question des différentes aspirations des hommes et des femmes. Et voici la conclusion de ce texte. Un large corpus de recherche pointe vers les conclusions suivantes. Premièrement, en moyenne, les hommes et les femmes diffèrent dans leurs préférences professionnelles et dans leurs aptitudes. Et deuxièmement, ces différences ne sont pas seulement dues à des causes socio-culturelles, mais aussi à des composantes héritées, c'est-à-dire biologiques. Alors Yves Christen, est-ce qu'on a des indices qui renforcent cette composante biologique? Oui, bien entendu. Il y a le fait que on trouve ça dans beaucoup de cultures différentes. Une fois encore, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que il ne faut pas raisonner en termes d'infériorité et de supériorité, mais en termes de stratégie pour arriver à certains types de fins. Vous voyez, dans le domaine scientifique, je suis frappé par le fait qu'effectivement, il y a moins de femmes dans les domaines des sciences abstraites, et il y en a par contre beaucoup dans des domaines de sciences concrètes, et je pense en particulier à l'étude du comportement animal. Il est quand même très remarquable que, pour ce qui est de l'étude des grands singes, orang-outans, chimpanzés, gorilles, les trois stars du domaine sont toutes les trois des femmes. Hein, et elles ont passé leur vie au contact de ces animaux. Et juste, elles n'ont pas seulement fait ça, mais ce qu'elles ont apporté, c'est parce que elles n'ont pas cherché à expérimenter, à couper par rapport au réel. Elles ont essayé, au contraire, de coller par rapport au réel. Vous voyez ? Donc ça, je trouve que c'est un élément très important de l'apport de beaucoup de femmes à la recherche scientifique. Ça, c'était votre point de vue éthologue. Donc, on a vu que les experts estiment que les différences comportementales moyennes entre les hommes et les femmes sont pour partie d'origine biologique. Et on va s'intéresser au rôle du cerveau. Et si la clé de toutes ces différences entre les hommes et les femmes se trouvait dans notre cerveau? D'ailleurs, le cerveau a-t-il réellement un sexe? Alors, il n'existe quasiment aucun individu qui croit sincèrement que les hommes et les femmes sont égaux musculairement. Cependant, il existe de très nombreuses personnes qui considèrent qu'il n'existe aucune différence significative entre les hommes et les femmes au niveau du cerveau. Pourtant, le consensus scientifique sur les différences entre les cerveaux masculins et féminins en moyenne est tout aussi fort que celui sur les différences physiques. Alors Yves Christen, justement, ces cerveaux féminins et masculins, est-ce qu'ils sont si différents que cela? Alors ça dépend de ce qu'on appelle si différent. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des différences. Alors les premières différences qu'on a identifiées proviennent de ce qu'on appelle des noyaux sous-corticaux qui sont à l'intérieur du cerveau et dont on sait d'ailleurs que pour certains d'entre eux, ils jouent un rôle dans le comportement, y compris dans le comportement sexuel. Et d'abord chez le rat et ensuite dans l'espèce humaine, on a trouvé au niveau de certains noyaux de l'hypothalamus des différences. Par parenthèse, on a trouvé également cela chez des homosexuels qui se rapprochent à certains égards, des homosexuels masculins qui se rapprochent à certains égards pour ces noyaux de l'hypothalamus des femmes plus que des hommes. Ça, c'était le schéma classique. Plus récemment, on s'est aperçu qu'il y a aussi des différences dans l'essentiel du cerveau, c'est-à-dire l'écorce cérébrale et la substance blanche qui fait la connexion entre les neurones. Il y a un article qui vient de sortir il y a quelques semaines par des chercheurs de l'Institut national de la santé mentale des États-Unis qui est extrêmement intéressant, qui est une étude très exhaustive sur un très grand nombre de sujets, qui fait état de beaucoup de différences dans beaucoup d'aires cérébrales. Je ne peux pas énumérer tout cela, mais par exemple, il y a chez les femmes, le cortex cérébral est un peu plus important au niveau préfrontal, au niveau médian
et latéral, et dans le sexe masculin, au niveau du cortex occipital, ce qu'on appelle l'aire visuelle, il y a un grand nombre de différences. Ce qui est très intéressant, c'est que ces différences sont robustes. C'est-à-dire que quand on prend des populations, on les retrouve. Le deuxième élément, c'est que ces différences sont très fortement corrélées, là encore, à l'expression des gènes. Et le troisième élément, c'est qu'elles sont également très fortement corrélées à ce qu'on observe dans d'autres espèces que l'espèce humaine. Donc on a vraiment affaire à quelque chose qui ne relève certainement pas du hasard, n'est-ce pas? C'est une mécanique biologique extrêmement complexe, puisque ça met en jeu un très grand nombre d'aires cérébrales, ça concerne beaucoup de choses, mais on comprend que ça a forcément des incidences sur des tas de mécanismes biologiques et bien sûr sur des mécanismes cognitifs. Alors ce qui est intéressant, je me permets de vous répondre, mais on a une étude publiée en 2013 qui a établi qu'il existait, donc, selon les mots des chercheurs, des différences frappantes dans la connexion neuronale des hommes et des femmes. Et dans le détail, il y a une grande connexion neuronale entre l'arrière et l'avant du cerveau masculin. Et du côté féminin, les connexions sont plus importantes entre l'hémisphère droit et gauche. Et la leçon tirée par les chercheurs est limpide. Les hommes ont des cerveaux structurés pour faciliter la connexion entre la perception et l'action coordonnée, tandis que les femmes bénéficieraient d'une communication améliorée entre l'analyse et l'intuition. Avec les conclusions de la chercheuse qui a mené l'étude, ces cartes des cerveaux féminins et masculins nous montrent une différence et une complémentarité saisissante dans l'architecture du cerveau humain qui nous aide à fournir une base neuronale potentielle, expliquant pourquoi les hommes excellent à certaines tâches et les femmes à d'autres. Yves Christen, on voit encore une fois une très grande complémentarité entre les hommes et les femmes, même au niveau du cerveau. Et au niveau de la vie, d'ailleurs aussi, bien entendu. Une fois encore, je crois qu'il faut aussi se garder de schémas un peu caricaturaux. Il est bien évident qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent aient l'impression que les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Il y a des tas de chevauchements. Oui, c'est beaucoup plus subtil. Et puis il y a beaucoup de différences individuelles. Et justement, Yves Christen, vous parliez de la meilleure capacité de rotation spatiale pour les hommes, et on sait aussi que les femmes sont meilleures en mémoire spatiale, donc il y a des différences qui sont effectivement correctement établies, correctement réparties, et il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Alors Nicolas, ces différences au niveau du cerveau, est-ce qu'elles sont innées ou est-ce qu'elles sont plutôt acquises ? Alors, on a une étude publiée en 2018 qui nous a donné un indice décisif. Les chercheurs ont découvert que les différences de structure du cerveau entre hommes et femmes étaient clairement à l'œuvre dès les premiers mois de la vie, ce qui nous donne quand même un indice qu'on est sur quelque chose de biologique, puisque la pression sociale qu'on pourrait supposer comme une cause primaire, mais en fait, quand on est dans les tout premiers mois de la vie, par définition, elle n'existe pas. J'ai une dernière question avant de passer à la conclusion, Yves Christen, pour vous. Existe-t-il des spécialistes qui nient tout ce qu'on vient de voir sur les différences entre les cerveaux masculins et féminins ? C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a effectivement des gens qui ont un regard très différent. Dans le domaine des spécialistes, c'est-à-dire les gens qui travaillent vraiment dans ce champ, il y a quand même assez peu de personnes qui nieraient radicalement tout ce que nous venons de dire. Certaines personnes, que je ne nommerai pas, mais dont j'ai le nom à l'esprit, penseraient que ces différences sont très petites et donc, d'une certaine manière, insignifiantes. D'autres penseraient qu'on a pu exagérer certains types de différences qui soit n'existaient pas, soit étaient relativement petites. De ce point de vue-là, ces personnes-là n'auraient pas complètement tort. Il est clair que les gens de la génération de mes parents considéraient que les voitures, c'était les hommes qui les conduisaient. Vous voyez, la première fois que je suis rentré dans un avion avec un commandant de bord femme, j'ai bien vu qu'un certain nombre de gens disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Est-ce qu'elle est capable de piloter un avion ?» Bon, bien entendu, les femmes pilotent les avions aussi bien que les hommes. Ma mère est morte centenaire, et lorsqu'une de ses petites filles a passé le permis poids lourd, elle pensait que c'était pas possible qu'une gamine passe un permis poids lourd. Vous voyez, bon, aujourd'hui, toutes les cavalières conduisent des poids lourds, et pour autant qu'on sache, elles les conduisent aussi bien que les hommes. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une série de différences dans lesquelles on croyait, et
ce sont des artefacts, où ça n'existe pas, où ce sont des différences microscopiques, où les gens peuvent les compenser. Vous voyez, prenez la rotation dans l'espace, eh bien, c'est une différence réelle, mais dans la vie pratique, les femmes, même si elles sont statistiquement un peu moins compétentes que les hommes pour cela, elles le compensent parfaitement bien. Est-ce que vous avez un dernier mot, Yves Christen, à nous ajouter à tout ce sujet sur les différences et la complémentarité entre les hommes et les femmes? Dernier mot, il faut se méfier, il n'y a jamais de dernier mot. Hein. Mais peut-être qu'on pourrait revenir au premier mot, à la citation de Simone de Beauvoir, qui n'est pas absurde en elle-même. C'est vrai qu'on ne naît pas femme et qu'on le devient. On ne naît pas barbu, par exemple. On le devient éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déterminant biologique et même peut-être génétique au fait de devenir barbu. Donc la vie, c'est effectivement de devenir quelque chose. La question qui était derrière la question, n'est-ce pas, pour Simone de Beauvoir, c'est de se dire, est-ce que, et ça revient d'actualité, est-ce que les femmes deviennent des femmes parce qu'on élève les petites filles comme des femmes? C'était ça que ça veut dire. Et il est clair, on n'a pas évoqué cela de manière précise, qu'on peut répondre à cette question expérimentalement, c'est-à-dire en dépassant le café du commerce, l'idéologie, les présupposés intellectuels que l'on a. On peut répondre à cette question parce qu'il y a des situations dans lesquelles des garçons ont été habillés en filles et ils n'ont pas voulu rester des filles. Le cas le plus dramatique est celui de cet enfant étudié par John Monnet. J'avais connu John Monnet il y a certes quelques dizaines d'années. À l'époque, il était le grand homme. Et vous savez, ce garçon, donc, du fait d'une circoncision ratée, on lui a coupé le pénis. Et donc, il a pensé que le mieux qu'on avait à faire, c'est de lever complètement le pénis, de l'élever en fille et de lui mettre un vagin à la place. Et il a prétendu que cette fille, qu'il appelait Joanne, hein, il appelait John quand elle était garçon, Joanne quand elle était une fille, ça allait très bien. On s'est aperçu ensuite que c'était complètement faux, que ce garçon était horriblement malheureux. D'abord, il avait des comportements de garçon, il marchait comme un garçon, il voulait d'ailleurs faire pipi debout, enfin bref. Et à 14 ans, il a exigé d'ailleurs de redevenir un garçon, et il a appris à ce moment-là la vérité d'ailleurs. Mais donc vous voyez que même quelqu'un qui a été élevé en fille, auquel on avait fait tout ça, du fait précisément sans doute de l'imprégnation hormonale in utero, n'est-ce pas, on n'en faisait pas une fille. Il ne suffit pas de mettre des petites jupes à des petits garçons pour que ça devienne des filles. Voyez. Et je crois que s'il y a un intérêt à une émission scientifique, c'est précisément de nous faire dépasser le stade du café du commerce et de nous faire accéder à quelque chose comme la vérité. On va essayer de faire ça. Moi, si je peux conclure à ma manière pour vous répondre, c'est qu'effectivement, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on voit qu'il y a des différences qui existent, qu'il ne faut pas les exagérer, mais qu'elles sont là et qu'elles ont une importance quand même réelle. Et surtout que même si l'égalité n'existe pas entre les hommes et les femmes, eh bien, il n'y a pas du tout pour autant une question de supériorité ou d'infériorité, mais plutôt finalement de complémentarité, ce qui se retrouve d'ailleurs dans le couple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que on a une idéologie égalitariste qui postule que les différences entre les hommes et les femmes ne sont en aucun cas influencées par la biologie. Et il semble que cette idée ne résiste tout simplement pas à l'analyse rationnelle des faits. Restons rationnels. C'est sur ces mots que s'achève notre deuxième numéro des Dessous de la science. Un grand merci à vous, Yves Christen, d'avoir été présent sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce sujet des différences entre les hommes et les femmes. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous rappelle, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker ce programme que nous reverrons sans doute plus en détail dans d'autres numéros. Et n'hésitez pas à faire suivre cette émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TV Liberté.